Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, à mon micro, Marion Sabourdi. Bonjour Marion. Bonjour Elodie. Et toi, tu es chargée des nouveaux médias à Territoire de Science. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Donc, on parle de ton boulot et on retournera pour savoir quel est ton parcours après. Alors, ça cache en fait pas mal de choses. En fait, à Territoire de Science, je travaille à la fois sur une plateforme numérique qui s'appelle Écoscience, sur des notions, sur des réseaux sociaux au sens même un peu plus large. Je fais des projets dans le cadre de notre Media Lab, on y reviendra peut-être, donc qui implique faire des vidéos avec des smartphones, travailler sur des podcasts. Donc, on a englobé tout ça sous cette appellation. Ok, et Territoire de Science, en fait, c'est Casemate, Cosmocité ? Exactement. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu Grenoble, ils connaissent sûrement la Casemate, qui est le centre de sciences historique, qui est même apparu avant la Cité des Sciences à l'époque. Mais depuis plus récemment, on a un autre centre de sciences qui a ouvert pas très loin de Grenoble, dans le sud de l'agglomération, qui s'appelle Cosmocité. Et donc pour pouvoir un petit peu avoir une sorte de marque de territoire et qui englobe ces deux équipements, on s'appelle maintenant Territoire de Sciences. Ok, très bien. Et Cosmocité, c'est à visiter parce que je vois les stories que tu postes, ça a l'air trop fou. Donc, prochaine fois que je viens à Grenoble, je fais un tour à Cosmocité. Et j'espère que si vous faites un tour à Grenoble, n'hésitez pas à aller voir, ou en tout cas autour. C'est où exactement ? C'est au sud de Grenoble ? Exactement au sud, dans la ville de Pont-de-Clé. C'est à, on va dire, 30 minutes du centre de Grenoble, à peu près. N'hésitez pas à visiter Cosmocité. Donc toi, tu fais tout ça. On va repartir sur ton parcours. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Comment est-ce que tu es arrivé à ce travail à Territoire de Sciences ? Alors moi, j'ai commencé par une licence en biologie, en géologie. Ça, c'est l'aspect un peu science qui m'a mis le pied à l'étrier. Ouais. Après, j'ai enchaîné avec un master de journalisme scientifique. C'est celui de Paris 7. D'accord. Il a changé de nom tout au long des années. Et en 2024, on va fêter ses 40 ans. Donc, il y a un certain nombre de générations qui l'ont fait ce super master. Ouais. Et puis ensuite, après le master, j'ai commencé comme journaliste scientifique indépendante. Ouais. Donc j'ai fait des piges, ce qu'on appelle des piges. Et puis en parallèle, des petites missions de communication, histoire de faire des choses pour des centres de sciences ou pour des expos, pour des contenus hors journalisme, on va dire. Ouais, t'écrivais pour quel type de journal quand tu faisais des piges ? Alors ça m'est arrivé avec Sciences et Avenir, avec Le Monde, le cahier Sciences du Monde. J'ai eu l'occasion pour Beaux-Arts Magazine aussi. Alors, c'était pas de l'art au sens art contemporain ou art récent, c'était l'art pariétal, l'art préhistorique. Excellent. Ils ont fait des numéros là-dessus, donc j'ai eu l'occasion de piger pour eux. D'accord. Et donc après ça ? En parallèle, je tenais quand même à le préciser parce que tu les connais pour beaucoup. J'ai intégré le Café des Sciences, cette communauté de blogueurs, vulgarisateurs. Donc ça m'a beaucoup marqué aussi, on va dire dans ma formation, même si ça faisait pas partie en tant que tel d'un master. Et puis après, peu de temps après, je suis arrivée à Grenoble pour travailler à la Casemate. J'y travaille depuis, donc ça fait bien plus de 10 ans maintenant, sur pas mal de projets. Je les ai décrits un petit peu juste là. Plus récemment, la Fête de la Science. Ouais, c'est ce que j'allais dire, récemment, la Fête de la Science. Exactement, je suis la coordinatrice du département de l'Isère. Ok, donc, gros boulot. Voilà, en deux mots, c'est coordonner le travail de tous les porteurs de projets, vulgarisateurs, chercheurs, médiateurs, et puis de sortir un programme, en faire la promotion, faire en sorte que le public vienne aux événements. Et ça, c'était ta première fête de la science en 2023, hein, c'est ça ? En tant que coordinatrice ? Exactement. Alors techniquement, j'y étais depuis 2022, mais entre-temps, j'ai fait un enfant, donc je n'étais pas là pour la fête de la science 2022, qui était sur le climat. D'accord. J'ai démarré sur les chapeaux de roue avec la fête de la science sport et sciences 2023. Ouais. Et puis voilà, c'était ma première année complète. Et là, on va recommencer un cycle pour 2024. Quels sont les projets sur lesquels tu as bossé à la Casemate ? Alors, tu as dû bosser sur 1 milliard de projets en plus de 10 ans là-bas. Ouais, c'est clair. Quelques-uns pour montrer la diversité de ce que tu fais. Alors, j'ai commencé sur la plateforme Écosciences Grenoble. Donc, c'est, pour faire très vite, un Facebook des sciences locales, on va dire, pour mettre en contact les personnes qui font de la vulgarisation et qui font des sciences. Ça a été mon fil rouge et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, je continue à bosser dessus. Et ensuite, finalement, dès qu'il y avait un peu de numérique dans les projets, ça pouvait être un projet d'expo dans lequel il y a un petit dispositif numérique ou un projet européen
ou locale qui impliquait de faire des vidéos, de faire un podcast, de faire des choses comme ça. J'étais jamais très loin sur les aspects plus éditoriaux pour le coup. Je suis là, bonjour. Exactement. C'est en fait ce qui m'a permis d'ailleurs de toucher un peu à tous les petits morceaux qu'on peut trouver dans un centre de sciences, depuis la médiation, les expos, les conférences, voilà, tous les formats qu'on peut connaître par ailleurs et qui se font dans un centre de sciences. Moi, je les ai abordés plus par l'aspect, on va dire, médiation et communication sur les réseaux. Et tu as aussi fait un certain nombre d'éditatons. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Ouais, alors un éditaton, ça se passe sur Wikipédia, la plateforme, l'encyclopédie en ligne. Et il s'agit en fait d'éditer des pages. Alors là, en l'occurrence, c'est des biographies de femmes scientifiques. Ça pourrait être n'importe quelle page d'ailleurs. Et de le faire donc collectivement pendant un temps réduit, comme ce qu'on appelle les fameux hackathons. Donc on prend plusieurs heures ou plusieurs jours. Et on crée des pages, on en édite d'autres, on peut en traduire également. Et l'idée, c'est en fait que les femmes scientifiques soient mieux représentées sur cette plateforme. Donc, on cherche des sources et on documente ces pages-là. Parce qu'il me semble qu'il n'y a que 19% de pages de Wikipédia qui sont des femmes, c'est ça? Ou je me plante dans mon chiffre? Non, je crois que c'est à peu près, on est à peu près là-dedans. Bon, c'est un peu compliqué des fois le calcul, mais je crois qu'au tout début, il y a quelques années, on était à 16. Donc, il y a du progrès, mais on n'est quand même clairement pas à la parité. Et donc, nous, à Territoire de Sciences, on fait ça régulièrement, des éditatons, en partenariat avec des Wikipédiens, parce que moi, clairement, je ne suis pas spécialiste de cette plateforme qui a plein d'arcanes assez complexes. Et notamment, on travaille avec les 100 pages que je tiens à remercier, parce que c'est vraiment des bénévoles qui se défoncent toute l'année sur cette cause-là. Nous, on fait qu'un événement. Eux, ils en proposent, ils en animent vraiment des dizaines durant toute l'année. Donc, c'est vraiment chouette de bosser avec elles. On mettra le lien des 100 pages dans le podcast si les gens veulent retrouver ça. Et c'est vrai que c'est un bel événement. J'avais participé. C'est super addictif en plus de créer une page, de la voir, de la voir en ligne, se dire ah ça y est, cette nana-là, elle a enfin une page et tout. Et puis on découvre plein de trucs, donc c'est toujours super intéressant. C'est clair, et de voir ça s'améliorer année après année. Là, on en est à peu près à 300 pages éditées depuis le tout début où on a commencé. Donc c'est assez fantastique. C'est énorme. Mais c'est chouette parce que ça veut dire que tu as un boulot où tu as fait plein de choses, tu as fait plein de formats, tu as pu toucher un peu à tout, tu n'es pas coincé sur un truc. Exactement, ça c'est vraiment cette richesse-là, à la fois les formats, et puis du coup rencontrer plein de monde, plein de chercheurs, mais pas que les chercheurs, les prestataires, les partenaires, des personnes, des communes aussi. Enfin là, en tout cas pour la fête de la science, c'est vraiment le cas, quoi. C'est le panel des intervenants possibles en culture scientifique qui ne sont pas que des médiateurs ou des chercheurs. Ouais, génial. Et donc, vu qu'on est dans les retours, le parcours, les souvenirs, c'est quoi ta vraie première expérience en médiation ou vulgarisation ? Alors, j'ai une vraie fausse avant la vraie. J'ai bien réfléchi. En tout cas, en termes d'émotion. Je crois que la première fois où j'ai eu la sensation de transmettre un message, ou enfin une info, quelque chose qui m'avait marqué, c'était à l'école primaire, quand on a fait un exposé, figure-toi. Alors bon, je sais que c'est un exposé, c'est le cadre scolaire, mais c'était sur la symbolique liée à l'épée du chevalier. Donc j'ai découvert en fait en faisant des recherches qu'une épée n'était pas qu'une épée, et qu'il y avait toute une symbolique, et que le chevalier, les chevaliers c'était quelque chose en termes de philosophie et de symbolique. Et j'ai découvert tout ça en me documentant finalement, et en travaillant avec mon ami de l'époque qui s'appelle Nicolas. Je lui fais un petit coucou. Nicolas. On a travaillé là-dessus. Lui, il a dessiné des épées. On a découvert ces symboliques-là, l'adoubement, toute cette logique-là. Et le fait de le retranscrire devant mes camarades, j'avais trouvé ça assez génial comme chose. Bon, on est un peu loin de vraiment une action de médiation, mais ça m'avait marqué. Non, mais c'en est une, et c'est pas mal en fait de se dire. C'est vrai que les exposés, tu vois, là, je suis en train de réfléchir à moi ce que je faisais quand j'étais à l'école, mais c'est vrai que les exposés, c'est au final une première façon de transmettre. Donc, et alors, je te raconte pas quand des années après, je suis allée au musée de Cluny, et je crois que c'est il y a plus de 10 ans, ils ont fait une expo sur l'épée et la symbolique, et ils avaient aligné les épées. Alors là, c'était la folie. soyons clairs. J'ai vécu dedans pendant 3 semaines. Et alors attends, parce que tu nous teases, on va savoir ta vraie première expérience, mais la symbolique de l'épée, c'est quoi ? Oh là là, nous dire maintenant. T'imagines, ça date de 30 ans cet exposé. Non, pas mais si ça existe encore. Je sais plus. Non, en tout cas, c'était sur comment on pourrait dire là, en fait, alors on avait travaillé en littérature sur l'amour courtois également, qui est très lié à cette symbolique du chevalier, et donc d'une
figure guerrière qui était la seule que je connaissais finalement. J'ai compris qu'il y avait toute une philosophie de servitude par rapport au seigneur, de code d'honneur, et code d'honneur aussi dans l'amour courtois, tout ce qui était aussi les chants de l'époque. Alors, je pense que tous les médiévistes, tous les poils des médiévistes se hérissent là tout de suite, mais en tout cas, c'est le souvenir très lointain que j'en ai. D'accord, super. Et donc, la vraie première expérience que tu as eue, c'était plus tard, c'était quand? Ouais, c'était quelques années plus tard. Je pense que ça devait être dans ma première ou deuxième année de licence, donc en biologie et géologie. C'était à Limoges, et il se trouve que l'université de Limoges a un bus des sciences qui s'appelle le Scientibus, qui est un ancien bus scolaire qui a été tout réaménagé, tagué et équipé d'éléments pour faire la médiation. Et dans ce cadre-là, on avait fait une petite, alors assez courte médiation auprès de jeunes, de scolaires. Je t'avoue que là aussi, mes souvenirs sont quand même lointains, ça remonte à il y a 20 ans, mais ça devait être sur l'alimentation, je pense. J'essaye de creuser dans ma mémoire, mais je pense ce dont je me souviens le plus, c'était à la fois le plaisir de parler devant des jeunes et le stress intense de leurs questions possibles, ou du fait de ne pas maîtriser complètement un sujet avant de parler à un public. Et t'as adoré? Mais j'ai adoré, voilà, ce petit côté, petit coup de stress avant de démarrer. Le petit coup de stress, mais qui fait plaisir, c'est un stress agréable. Et ton meilleur souvenir, c'était quoi? Alors, mon meilleur souvenir... parce que t'as fait tellement de choses. Alors, t'as même le droit, si tu veux un vrai info ou à deux, tu vois, vu toute l'expérience que t'as le droit de dire... Cool. Je t'en donne deux, allez. Je vais peut-être en prendre deux. Alors, il y en a un toujours dans ces questions d'émotion, parce que je pense qu'en vrai, les meilleurs souvenirs, c'est ceux auxquels on associe une émotion assez forte. On va dire mon premier meilleur souvenir, c'est lors de ma première année de master. À ce moment-là, j'ai quitté Limoges, je suis arrivée à Paris. Donc déjà, je découvre Paris. Je démarre ce master en journalisme scientifique, donc j'étais ravie. Et on a démarré par un cours de théâtre, figure-toi. Et on nous a fait écrire, mettre en scène et jouer une pièce de théâtre autour des sciences. Ils le font toujours là, je crois. Ils le font toujours, je crois, effectivement. C'était assez fantastique comme expérience. En plus, ça faisait un petit peu de team building avec cette première promo, donc ça rassemblait beaucoup de choses. On a fait sur la thématique du réchauffement climatique. Elle s'appelait « Jusqu'ici, tout va bien ». Je pense que c'est quand même pas mal d'actualité encore, malheureusement. C'est clair. Et voilà, et c'est assez fantastique, l'écriture, les séances déjà de travail, de créativité pour aboutir à l'écriture d'une pièce, puis après la jouer devant un public. En plus, on l'a jouée à la fois dans l'enceinte de l'université, et ensuite nos enseignants nous ont trouvé des dates dans un vrai théâtre. Ah ouais. Donc pareil, du stress, du plaisir. Excellent, tout ça mélangé. Super. Et tu as participé à l'écriture, tout le monde écrit et tout le monde joue? Exactement, toute la promo. Je sais pas si ça a bougé depuis, mais... Non, mais en tout cas, à ton époque, donc tu as écrit, joué, etc. Oh là là. Tu avais déjà fait du théâtre avant? Vraiment à la marge, au collège, une ou deux pièces comme ça. Et d'ailleurs, je ne suis vraiment pas douée là-dedans, mais ça m'a sorti de ma zone de confort, clairement, de jouer devant un public et de ne pas être dans une posture de médiation non plus. C'était encore une autre posture. C'était vraiment intéressant. Et surtout que c'était une pièce que vous aviez écrite, donc c'est encore, je suppose, c'est double stress et en même temps double joie, parce que ça sort de vos tripes, quoi. Donc, vous jouez pas quelque chose qui a été écrit, tu vois, un truc super connu, etc. C'est votre truc, donc ça devait être génial, j'avoue. C'était assez fort. Les photos en attestent, je les montrerai à certains, éventuellement. À qui te contacte? Écoute, si quelqu'un veut te contacter pour voir les photos, n'hésitez pas. De toute façon, je mettrai tous les liens pour te retrouver. Est-ce que tu veux un deuxième meilleur souvenir? Allez, je veux bien un deuxième, parce que j'avoue qu'en termes de souvenirs, ça se pose là quand même. C'est quelques années plus tard, je suis journaliste indépendante et je suis affiliée à ce moment-là à l'AJSPI, qui est l'Association des journalistes scientifiques. Et j'ai l'opportunité à ce moment-là de partir à un voyage de presse avec eux, parce qu'ils en organisent régulièrement. Et pas n'importe lequel, c'est pas en France, c'était au Japon. Waouh. Ça a été organisé en interne par plusieurs personnes de la JSPI, dont Viviane et Raphaël, que je salue aussi, tant qu'à faire, j'en profite pour... N'hésite pas. Et donc c'était une dizaine de jours au Japon, où on a visité déjà quelques villes du Japon. On est allé à Tokyo, à Kyoto, on a pris le Shinkansen, ce train, ce TGV japonais. Mais on a aussi visité la zone d'exclusion de Fukushima, en fait. On a eu cette possibilité qui a été âprement négociée par la JSPI, mais on est rentré dans la première des zones d'exclusion, celle qui est encore accessible à quelques personnes,
Ok. Bon, ça a peut-être changé depuis, hein. Peut-être que je pense que la population est revenue dans certaines zones, mais nous, on est allé à un endroit où la population n'était pas encore revenue après l'accident nucléaire. Waouh. Et on a à la fois vu des spécialistes voilà, de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, mais on a surtout vu ces paysages désolés ou ces villes abandonnées. Et ça, j'avoue que c'était assez marquant. Donc en fait, ça a été un voyage où il y avait ces images-là, des découvertes de laboratoires japonais sur la Ouais. géologie, la vulcanologie, l'espace, Ouais. et puis le voyage au Japon en lui-même, quoi, le dépaysement assez fou, quoi. Ah ouais, effectivement, c'est pas mal comme deuxième souvenir. Ah non, non, mais ça J'ai eu une devait. chance inouïe, j'avoue. Ouais, 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 c'est un truc vraiment cool. Bah, surtout pour le boulot, de pouvoir faire ça, de pouvoir voir autant de choses. Effectivement, ouais, j'ai bien fait de t'en donner deux. Tu parlais du master de Paris, mais il n'y a pas que le master de Paris. Et d'ailleurs, tu es plutôt impliqué dans un master à Grenoble. Et oui, c'est mes deux masters de cœur, Paris et Grenoble. Ouais, Ouais, j'ai eu la chance, dès mon arrivée en fait à Grenoble, j'ai commencé à intervenir chaque année sur un petit cours autour ouais, des réseaux sociaux. Et puis plus récemment, en 2020, j'ai eu l'occasion d'être prof associé. Donc pendant ok, 2 ans, j'ai vraiment été beaucoup plus impliquée dans tout l'aspect pédagogique ouais, avec le responsable pédagogique Michael Chambru. J'ai eu mhm, pas mal de cours en plus. ouais, Et vraiment, j'étais ouais, au cœur de ce master, donc qui est un master voilà, avec deux promotions, hein, M1, M2. mm, C'est-à-dire assez modeste en nombre d'étudiants, mais par ouais. contre, en termes d'activités, de partenariats localement, de projets qui sont menés, c'est assez fou. Ouais, on les voit bien actifs sur Twitter. Et c'est le master CST Greux, c'est ça? Oui, c'est Sur, ça. sur Twitter, on peut les retrouver avec le hashtag CST Greux. Et effectivement, ils sont très actifs, ils font plein de choses. Ouais, Et c'est des futurs pros. Alors, c'est la médiation, la communication au sens très mm, large. Donc, c'est des futurs médiateurs, communicants, journalistes. Un peu comme Paris 7, mais Paris 7 est un petit peu plus tourné vers le journalisme. À ouais, Grenoble, ça englobe un peu plus. Je sais que les autres, finalement, chaque master a des petites spécialités. À l'époque, je crois que Bordeaux était un tout petit peu plus sur la muséo. mm. Peut-être que j'ai des bêtises, mais Et il y a on a Strasbourg Strasbourg aussi. aussi. Ouais. Oui, exactement. Il y a Lyon aussi plus récemment. Ok, tu vois, je le connaissais même pas celui-là. Et ça fait quoi de créer les prochains, de les aider C'est assez chouette. Franchement, moi, si je l'ai fait depuis autant d'années, Ouais, c'est que c'est à la fois, alors déjà super vis-à-vis d'eux, échanger avec eux, mais en fait, en vrai, d'une manière presque quasi égoïste, c'est super aussi d'être prof. Ça te fait retravailler toi-même sur toi, sur tes pratiques et tout, ça te challenge. ouais, Donc, en fait, bon, j'ai la chance en plus, c'est deux promos pas très grosses, hein, c'est pas plus de 20 à peu près étudiants. Donc, on a ouais, un contact assez direct, assez cool. ouais, Ils sont après de tous les événements localement, on les ouais, revoit un peu partout, ils ont leur association, ils font plein de choses. Donc franchement, enfin, c'est ultra agréable et ça ouais, permet ouais, de faire beaucoup de veille sur ce qui se passe localement, ce qui se passe au niveau national aussi quand ils cherchent des stages. ouais. Ça, je crois que c'est une des parties qui paraît peut-être un peu anecdotique, mais moi qui m'a beaucoup plu, c'est de Mhm, travailler avec eux sur leur envie et leurs projets et ouais, de les aider après à décrocher le stage de leurs rêves. de leur rêve ou en tout cas qui Ouais. leur convient dans leur démarche, quoi. Ça, c'est super. Et ce master, tu vois plutôt, c'est quoi le profil? C'est des scientifiques? Ou t'as quoi? Alors, la condition d'entrée, c'est une licence de En sciences. Ok, Alors, en vrai, des fois, on en a qui viennent d'histoire et on se dit que c'est pas mal aussi d'avoir des ouais, profils plus variés. La plupart viennent souvent de bio et ok, géologie. En fait, ils ont un peu mon propre profil, ouais, j'avoue. Ils arrivent de là. On en a quelques-uns parfois en physique ou en maths, mais ouais, c'est quand même plutôt bio. Et puis, quelques-uns à la marge qui viennent soit d'une licence de com, mais qui ont un ouais, fort projet en com scientifique et qui sont d'accord, capables de passer cette petite barrière supplémentaire des sciences, ouais, soit dans des sciences humaines, mais c'est plutôt l'histoire jusque-là, je crois, ouais, de mémoire. Je n'ai pas trop souvenir d'autres ok. sciences Et humaines, mais est-ce voilà, que c'est à vous peu près ça. récupérez des docteurs Et après oui, une ça thèse? arrive, Ouais, effectivement. ok. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, il y a un de mes collègues actuels, Emmanuel, qui lui avait fait une Ah thèse oui, à l'époque ouais, en astrophysique ouais, et qui a fait ce master après. Souvent, on les fait venir plutôt en M2 directement, ouais, sauf si vraiment ils font la demande de poursuivre tout le master parce qu'ils voudraient acquérir vraiment pas mal de compétences. Mais en général, arriver ouais, en thèse, ils ont déjà aussi communiqué, ils ont déjà tenté des choses ou fait la ouais. thèse en 180 secondes, par exemple.
Ou la fête de la science. Ou la fête de la science. Souvent, c'est les deux. Ok, non, mais c'est bon à savoir, justement, pour toutes celles et ceux qui peut-être ont fait une thèse ou ceux qui sont en licence. Et celles qui sont en licence, c'est bon à savoir quelles sont les conditions d'entrée pour le master. Jusque-là, on a parlé de plein de choses. Tu nous as parlé de plein de projets. C'est quoi le truc que tu préfères dans ton boulot? Ça peut être un truc que tu fais très peu, tu vois, mais ton kiff ultime, c'est quoi? Alors la question qui tue quand même. Ouais. Parce qu'en plus, à différentes périodes de ma vie, je pense que j'avais Oui. les petits kiffs. Ouais. J'avoue que pour mon métier de cœur, le journalisme, Ouais. ce qui me plaisait ou qui me plaît toujours quand je les rencontre, c'est vraiment la rencontre avec la chercheuse ou le chercheur Ouais. dans son milieu naturel. Ouais. Et le fait d'aller discuter, comprendre un sujet, ou en tout cas, bon, peut-être qu'on le comprend pas entièrement, hein, faut pas, eux, ils mettent des années à le comprendre, donc nous, c'est pas en 1 heure qu'on va le faire, mais en tout cas, comprendre des morceaux, et ensuite de pouvoir les retranscrire, les réécrire, les contextualiser pour un lecteur. J'ai toujours l'impression, en fait, en sortant du labo avec mon carnet ou mon enregistreur, d'avoir une petite pépite qu'il va falloir, voilà, ou un petit diamant brut à tailler pour pouvoir le présenter derrière. Et j'avoue que c'est assez chouette. Okay. Et en fait, ça s'est prolongé maintenant avec mon boulot plus de coordinatrice. Ouais. Quand il faut travailler sur une ligne éditoriale un peu plus largement, donc là, par exemple, pour la fête de la science, essayer de donner une cohérence, et même avec mes collègues à Cosmocité ou à la Casemate, c'est essayer de trouver le chercheur ou la chercheuse, ou l'ingénieur, ou la thématique qu'on va pouvoir coordonner sur toute une saison, par exemple. Se dire, tiens, comment on peut donner du sens à un sujet en piochant dans des scientifiques locaux. Parce que des fois, on parle de choses nationales, mais il faut trouver après... au local, qui peut en parler et comment, sous quelle forme. Et ça, j'avoue que j'aime bien cet exercice. Ça se voit, tu as un grand sourire. Donc, celles et ceux qui écoutent, vous ne voyez pas, mais moi, je vois le sourire de Marion là en visio. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais tester? Parce qu'on a parlé du journalisme, mais on n'a pas encore dit et on n'a pas encore parlé des livres que tu as écrits. Oui, exactement. Alors, tu peux nous les citer, c'est le moment. Ouais. Alors la toute première expérience en édition, donc j'ai pas écrit toute seule. C'est un recueil d'articles de blog qui a été fait, voilà, un recueil papier, qui s'appelle Les meilleurs blogs de science en français et qui a été édité en 2014 par Multimonde, une maison d'édition québécoise. Okay. C'était ma première expérience en édition. Et un peu plus tard, j'ai écrit un bouquin avec mon collègue qui s'occupait à l'époque du Fab Lab. On a écrit un bouquin sur les machines à commande numériques qui se trouvent dans un Fab Lab. Donc ça, voilà, c'est un peu particulier, un peu plus technique. Et puis en 2019, j'ai eu vraiment le plaisir absolu de travailler avec plusieurs auteurs, dont Pierre Kerner, Jennifer Kerner, Clotilde Passé-Sauvage, que beaucoup connaissent, je pense, avec l'illustratrice Aurélie Bordenave. Donc le livre, c'est Retour vers le Paléo. Il était trop bien. Et c'est voilà, un plaisir, merci, parce que ça a été un plaisir à l'écrire, un plaisir après à aller faire des petites signatures, enfin, première signature, c'était fou. Dédicace. Et en fait, bon, c'est un livre collectif là aussi. Je pense que en fait, tous mes livres jusqu'ici ont été collectifs parce que j'aime bien cette approche-là. Et la base, c'était aussi des articles de blog sur le blog de Pierre Kerner autour de la préhistoire et d'une vision un peu pop culture de la préhistoire. Et on s'est dit, c'est parti, on peut en faire un livre. C'est son blog Strange Things and Funky Stuff que je mettrai en lien. Je mettrai le lien pour le bouquin aussi. Ce bouquin, tu as pris du plaisir à l'écrire. Moi, j'ai pris du plaisir à le lire. Donc, merci. Super. Je mettrai les liens en description. Et est-ce que, donc on a parlé des bouquins, on a parlé de plein de projets. Est-ce qu'il y a un truc encore que tu aimerais tester dans ton boulot? J'ai droit à 2 là aussi. Ouais, vas-y, allez. Non, mais c'est bien parce que comme t'es bien droit au but, tu vois, t'as du temps. Vas-y, t'as le droit à 2. Allez, on triche. Aujourd'hui, c'est un double épisode. T'as le droit à répondre. Yes. 2 à chaque. Alors, à tester, il y a quelque chose, j'avoue, en bonne geek qui me plairait bien. C'est qu'à Cosmocité, on a un planétarium. Bon, beaucoup de gens connaissent le planétarium, la séance un peu classique où on voit les planètes ou bien on voit un film. Et c'est super, on fait ça aussi à Grenoble. Mais ce qui me plairait, c'est de tenter une histoire dont vous êtes le héros dans ce planétarium, où on aurait un auteur ou une autrice de science-fiction. Et à côté, on aurait un médiateur ou une médiatrice. Et l'idée, ça serait d'avoir scénarisé un petit peu la chose en amont, mais de donner la possibilité au public du planétarium de choisir où on va se balader
Ouais. Et sur quelle planète ou sur quel élément on va se balader. Et à chaque fois qu'on s'approche de cette planète, voilà, on s'approche de Saturne par exemple, Ouais. et là on aurait un petit bout d'histoire par l'auteur ou l'autrice. On ferait avancer l'histoire et il y aurait un choix, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Ouais. Il y a certains choix qui nous amèneraient à, je ne sais pas, à ce que notre vaisseau s'écrase lamentablement dans le soleil, et là l'histoire est finie, ou alors à poursuivre l'histoire. Alors je sais pas, peut-être que ça existe déjà, mais en tout cas si ça n'existe pas, j'aimerais bien le tenter. Ouais, j'en ai jamais entendu parler, donc écoute, trop bien. C'est une super idée. Et en deuxième, toujours de la SF, comme ça Ouais. on aura bien compris mon tropisme. Ouais. J'avoue que j'aimerais bien écrire quelque chose, alors la forme je ne sais pas, un livre, un blog, ou un scénario, je n'en sais rien, sur les liens entre science-fiction et science. Okay. Pas forcément quelque chose de pédagogique et encore moins d'universitaire, parce que je ne suis pas une chercheuse, mais voilà, pouvoir piocher dans des références de films, de bouquins, de SF, et réussir à aborder les notions scientifiques et techniques derrière, mais encore mieux, réussir à aborder l'histoire des sciences et ceux qui la font, et comment ça a pu infuser dans le milieu aussi de la SF. De la science-fiction. Ouais. Ok, bah écoute, j'ai hâte que tu testes ces deux trucs et on va suivre tout ça. Et tu me donnes trop envie là, le planétarium là, il faut que direct. Mais ouais, c'est clair, vas-y, viens, on monte ça demain. Non, mais c'est une super idée parce que c'est encore plus interactif. Déjà que le planétarium, c'est beau, c'est là, il y a des histoires, mais si en plus on peut choisir, c'est vrai que là, c'est le niveau tout au-dessus du planétarium, quoi. Et je t'avoue que j'étais hypée parce que moi, un plané, j'y avais été peut-être 2-3 fois dans ma vie, et que en spectatrice extérieure, on pourrait dire. Enfin, je ne travaillais pas dans ce lieu. Et en fait, ce qui m'a donné ces envies, c'est que quand on a construit ce bâtiment, qu'on a réceptionné le planétarium, que mes collègues l'ont testé, je les ai vus faire, enfin, sous cette coupole, et je les ai vus se balader avec le logiciel, foncer d'une planète à l'autre, tester des choses, scroller pour s'approcher d'un astéroïde. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas le spectacle un peu figé ou un peu ou préécrit qu'on imagine. En fait, on peut faire ce qu'on veut, finalement. On peut se balader comme on se baladerait sur Google Earth sur son ordi. Ouais. Mais là, avec un dôme de 13 mètres de haut, quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. Donc, je suis sûre qu'il y a des choses à faire qui sont un peu plus spontanées, et qu'on peut scénariser, mais voilà, rendre interactif et spontané. Ça doit être très très inspirant de participer à la création d'un lieu. Ouais, j'avoue que alors j'ai beaucoup assisté parce que c'est quand même plutôt mes collègues qui l'ont fait. J'ai des collègues qui ont été sur l'expo, d'autres sur l'aspect vraiment purement technique d'un bâtiment, et les autres sur les salles immersives, donc le planétarium et la salle immersive. Et j'ai découvert un peu tout ce monde-là avec les logiciels, avec le fait que les planétariums se passent aussi des scripts des uns aux autres. Donc le travail que fait un médiateur dans un planétarium, il peut être partagé à d'autres. Voilà, il y a une petite communauté des planétaristes que j'ai découvert par la même occasion, donc c'est top. Bon, j'ai hâte de découvrir cet endroit. On arrive à la fin du podcast. Tu as fait plein de choses. J'aimerais bien que tu nous donnes 3 conseils pour des gens qui aimeraient bien faire comme toi. Ou faire un peu comme toi, parce que tu as fait tellement de choses. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Alors, c'est toujours compliqué les conseils. Des fois, on les donne, mais il ne faut pas forcément les suivre. Mais je vais en donner, je pense, des assez généraux, comme ça, tout le monde peut piocher. Le premier, je pense, c'est plutôt que de se lancer vraiment tout seul. Si on aime bien les sciences et qu'on n'a pas forcément on connaît personne dans ce milieu-là, se lancer seul, c'est dur quand même, dans la vulgarisation. Donc, c'est plutôt de regarder autour de soi, sur son territoire. Est-ce qu'il y a un centre de sciences ? Est-ce qu'il y a une université, un musée, une asso qui fait des choses, et puis proposer de commencer de participer à un premier événement en tant que bénévole, et voilà, découvrir, progresser comme ça. Alors, si on n'a personne autour de soi géographiquement, il y a des entités comme le Café des Sciences en ligne qui permettent exactement de faire ça. Moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans ce milieu-là. Donc voilà, premier conseil, finalement, s'entourer, rencontrer du monde, aller s'ouvrir vraiment vers ces professionnels. Moi, c'est comme ça que je me suis approchée. Je l'ai cité, Pierre Kerner, par exemple, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans le blogging. J'ai eu aussi mes parrains et marraines de l'association des journalistes, Viviane, Olivier, qui m'ont propulsé dans ce monde du journalisme. Donc voilà, premier conseil. Et puis un deuxième qui en découle un peu aussi, c'est de vraiment pas hésiter à publier, à appuyer sur le bouton, en fait. À le faire. À le faire, et à pas écrire des choses qui restent dans un placard, dans un tiroir.
Vraiment se dire, ok, peut-être que c'est pas terrible, je vais faire de la merde pendant plusieurs épisodes ou articles. Ouais, mais je vais apprendre. Et voilà, je vais apprendre, je vais progresser. Et au début, c'est pas grave. En plus, on voit pas trop les premières étapes. C'est un peu caché, c'est pas trop visible. Tu sais, c'est comme les premières crêpes. C'est exactement. La première, elle est toujours moche. Elle est voilà, mais elle est bonne. Normal. Mais elle est bonne. Quand même. Elle est moche, mais elle est bonne. Non, voilà, faut y aller. Faut sortir de sa tête, en fait. Faut vraiment produire quelque chose. Je pense que ce conseil, il va aussi, enfin, pour tout ce qu'on fait en général, parce que c'est vrai que je vois des gens autour de moi qui ont des superbes idées, mais à chaque fois, ils se bloquent en se disant, tu sais, avec genre, je veux être le nouveau truc magnifique, le nouveau Google de la com scientifique, je veux faire un truc génial. Et du coup, quand une espèce de paralysie de rien lancer parce que ça sera pas parfait. Mais de toute façon, les premières fois, ça sera pas parfait. Tu vois, quand on a créé Pint of Science, c'était très loin d'être parfait, ça l'est toujours pas. Mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister. Et je pense que c'est un super conseil. C'est-à-dire, si tu as une idée, mais lance-toi. Le fait de le publier, le fait d'appuyer sur le bouton, ça fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir après te donner des retours, t'aider à t'améliorer. Et on a tous une première crêpe. Exactement, j'adore cette image. Pour les plus geeks, il y a l'image de l'informatique aussi, des logiciels qui sortent souvent avec une version bêta, et puis hop, on l'améliore, on rajoute des trucs. Exactement. Donc on a tous notre première crêpe bêta. C'est ça. Et les bêta lecteurs, je sais pas comment on peut les appeler, les bêta mangeurs. Les bêta testeurs, mais pour les crêpes, voilà. Exactement. Pour le troisième, peut-être, je pense que ça, je le retire peut-être de mon attrait pour la SF, pour tout ce qui est science, c'est d'essayer de créer des liens là où on pense qu'il n'y en a pas. De se dire, ok, la culture scientifique, ok, c'est un monde, mais en fait, les choses les plus sympas, les plus originales, elles se sont faites quand quelqu'un d'extérieur est arrivé et a percuté ce monde-là. En art, c'est pareil. Pour preuve, le dernier épisode avec les exploreurs que tu as fait et ta propre participation à leur projet Méandre, pour moi, vraiment, prendre de l'urbex et prendre des neurosciences, j'aurais jamais imaginé ça. Et ça rend quelque chose de vraiment cool. Donc pour moi, c'est vraiment ces exemples où on sent que on défriche un autre territoire, où on fait percuter des choses qui a priori n'ont aucun lien, ou ne pourraient avoir aucun sens comme ça. Et on se rend compte qu'en y travaillant, en réfléchissant à ce sens-là, on crée des ponts, et ça fait des formats assez originaux. Ouais, c'est des bons conseils tout ça. Merci beaucoup. Écoute Marion, on a parlé de plein de choses, tu as donné des conseils, tu as parlé de tous tes formats. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter avant la fin de ce podcast ? Ouais, une petpetite question ou une petite remarque pour tes auditeurs. Ouais. On sait que toi, t'aimes les chats et les tardigrades, et les licornes un peu. Un peu. Mais je les enjoins à se demander, peut-être même s'ils ont 20 ans, 30 ans ou 40 ans, qu'ils se demandent quel est leur dinosaure préféré. Parce que souvent, on arrête de se demander cette question, de se la poser à soi-même à 7 ans à peu près. Ouais. Mais à 45 ans, on peut toujours se la poser, je pense. Donc n'hésitez pas à réfléchir à votre dinosaure préféré. Et c'est lequel le tien ? J'aime bien le Microraptor en ce moment. Oh, le Microraptor, il fait quoi lui ? Il se balade d'arbre en arbre. Ouais, et il est tout petit du coup ou... Ouais, comme son nom l'indique. D'accord. C'est pas très compliqué. Oui, mais tu sais, des fois, il y a des noms qui ne sont pas exactement... qui ne veulent pas dire ça. Et le tien ? Le mien, je pense que... Attends, c'est l'espèce de grosse patate, là. Stégosaure, ouais, c'est ça. Oh, il est joli, avec ses plaques sur le dos. Bah ouais, alors ok. Donc le mien, ça serait, je pense, physiquement le stégosaure, mais en même temps, j'adore le T-Rex et me dire... tu sais, comme il a dû galérer, genre des fois, tu sais, je suis dans ma cuisine et je me dis comment est-ce que je boirais mon thé si j'étais un T-Rex, voilà. Tu pourrais pas. Je pourrais pas, je serais en galère. Donc mon cœur, vas-y, tu vois, tu m'as donné 2 réponses quand je t'en demandais une à chacune, donc moi je te donne 2 dinos. Et ils sont bien, on les aime tous les deux. On valide ces dinos. Très bien, écoute, j'aime beaucoup qu'on finisse ce podcast. N'hésitez pas à nous envoyer vos dinosaures préférés, à répondre, à nous dire quels sont vos dinosaures préférés. On peut très bien avoir un débat. Je vais mettre tous les liens en description. Vous pouvez retrouver Marion sur Twitter, sur LinkedIn. Oui. Voilà, tous les trucs dont on a parlé, je vais mettre les liens pour que vous puissiez retrouver tout ça. Un grand merci Marion, c'était un super épisode. Tu as raconté plein de choses. J'ai vraiment hâte d'aller voir tout ça et hâte de visiter Cosmocité. Et merci Elodie pour tous tes podcasts qui nous font découvrir plein de monde à chaque fois. C'est génial. Merci à toi, à bientôt. À bientôt.